Bonjour les épicurieux, imaginez un monde où chaque acte de générosité, chaque geste de compassion cache en réalité un secret bien gardé. L'altruisme, ce pilier de la moralité humaine, ne serait-il qu'un masque raffiné de l'égoïsme? Derrière les sourires bienveillants et les mains tendues se cache parfois une motivation insoupçonnée, celle de nourrir sa propre satisfaction, d'améliorer son image ou de renforcer sa position. Et si au fond, aider les autres n'était qu'un moyen sophistiqué de servir nos propres intérêts? Dévoilons ensemble le paradoxe troublant qui lie étroitement l'altruisme à l'égoïsme et explorons les ombres derrière la lumière des actes désintéressés. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, tous ces arguments sont assez surprenants. Et on commence tout de suite avec le point numéro 1, l'altruisme et la quête de reconnaissance. Les actes altruistes, même les plus admirables, peuvent être motivés par le besoin de reconnaissance sociale ou personnelle. Derrière l'apparence d'un geste désintéressé, il existe souvent un désir profond d'être perçu positivement par les autres ou de se sentir valorisé soi-même. Cette reconnaissance nourrit l'estime de soi et contribue à la satisfaction personnelle. Créer un cercle où aider les autres devient un moyen de renforcer son image ou son identité. Ainsi, l'altruisme n'est pas toujours pur, mais parfois un moyen subtil de répondre à des besoins égoïstes sous-jacents. Prenons pour exemple la philanthropie médiatisée. Lorsqu'une célébrité fait un don important et que cela est relayé par les médias, la démarche altruiste semble motivée par la visibilité et l'amélioration de son image publique. De même, participer à des actions bénévoles dans des contextes publics, comme lors de grandes collectes ou événements caritatifs, peut être un moyen d'obtenir de la reconnaissance de la part de la communauté et donc par conséquent de se forger une réputation de personne généreuse et engagée. Dans ces cas, l'altruisme est accompagné d'une recherche de valorisation sociale. Et ce qui nous emmène au point numéro 2, l'altruisme pour se sentir mieux soi-même. Le concept de l'égoïsme moral souligne que les individus peuvent agir de manière altruiste pour apaiser leur propre conscience ou améliorer leur bien-être émotionnel. L'idée que l'acte désintéressé sert à diminuer un sentiment de culpabilité ou à obtenir une satisfaction personnelle, en sachant qu'ils ont fait quelque chose de bien. Cet égoïsme subtil transforme l'altruisme en un moyen de se sentir mieux dans sa peau ou de se valoriser intérieurement. Ainsi, même les actes les plus nobles peuvent être motivés par le désir de nourrir son propre confort psychologique. Des études en psychologie sociale montrent que donner procure un réel sentiment de satisfaction personnelle. Des recherches ont démontré que des actions altruistes activent des zones du cerveau associées à la récompense et au plaisir, produisant ainsi des hormones comme la dopamine et l'ocytocine, connues pour améliorer l'humeur. Ces effets créent un lien direct entre le fait de donner et le bien-être ressenti, prouvant que l'altruisme est peut-être intrinsèquement lié à la recherche de satisfaction émotionnelle et personnelle. Sans plus attendre, voyons désormais le point numéro 3, les avantages psychologiques et émotionnels. La thérapie par l'altruisme est un concept qui démontre que les personnes pratiquant les actes altruistes en retirent des bénéfices psychologiques importants. En aidant les autres, elles ressentent un sentiment d'accomplissement, renforcent leur estime de soi et réduisent le stress. Cette approche montre que l'altruisme peut servir de mécanisme de guérison personnelle, apportant un apaisement et un équilibre mental. Cela transforme l'acte d'altruiste en une forme de soin pour soi-même, où l'amélioration du bien-être émotionnel devient un résultat positif de l'engagement envers autrui. Je me souviens d'une période où je me portais volontaire pour aider dans un centre de distribution alimentaire local. Chaque fois que j'y allais, j'avais un sentiment profond de satisfaction en voyant les sourires des personnes aidées. Cela m'apportait un réel bien-être et une certaine paix intérieure. Cet engagement, bien qu'altruiste en apparence, m'a aidé à me sentir plus connecté aux autres et à considérablement améliorer mon propre moral, illustrant comment l'altruisme peut aussi servir nos propres besoins émotionnels. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner et à aimer cette vidéo si elle te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu. Et surtout, n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos. Je lis tous les commentaires, allez, je te remercie par avance. Et sans plus attendre, passons au point numéro 4, les bénéfices sociaux. Les actes altruistes favorisent la création de réseaux et renforcent les liens sociaux. Lorsqu'une personne s'implique dans des actions communautaires ou aide autrui, elle tisse des relations de confiance et de solidarité. Ces interactions peuvent mener à des opportunités personnelles et professionnelles, et élargissant ainsi son cercle social et son capital relationnel.
De plus, être perçu comme quelqu'un de généreux et serviable augmente la reconnaissance au sein du groupe, ce qui peut renforcer sa position et ses interactions au sein de la communauté. L'altruisme améliore la réputation en montrant une image positive et bienveillante de soi, ce qui attire la confiance et l'estime des autres. Être perçu comme une personne généreuse et prête à aider peut renforcer la crédibilité et favoriser un climat de respect. Cette image favorable ouvre souvent des opportunités futures, qu'elles soient professionnelles grâce à des contacts et à des partenariats facilités, ou personnels par l'intégration dans des réseaux influents. Ainsi, l'altruisme en améliorant la réputation peut indirectement créer des avantages à long terme et de nouvelles perspectives. Je me souviens d'une période où j'ai participé à l'organisation d'une collecte de fonds pour une association locale. Mon application a non seulement permis d'aider une cause qui me tenait à cœur, mais elle a aussi renforcé ma réputation au sein de mon réseau. Par la suite, j'ai été sollicité pour d'autres projets et opportunités professionnelles grâce aux contacts établis et à la confiance que j'avais gagnée. Cet exemple montre comment un acte altruiste peut ouvrir des portes inattendues et enrichir son parcours. Ce qui nous emmène au point numéro 5, l'altruisme comme stratégie de gestion des risques. L'altruisme peut être motivé par une forme de prévoyance stratégique. En aidant autrui, une personne se construit un réseau de soutien et de reconnaissance qui pourrait lui être bénéfique à l'avenir. Cet acte altruiste crée souvent une obligation implicite de retour de faveur, renforçant les liens de réciprocité. Cela agit comme une assurance sociale. En offrant son aide aujourd'hui, on s'assure potentiellement d'être soutenu dans des moments de besoin futurs, consolidant ainsi une forme de sécurité relationnelle et communautaire. Dans les sociétés traditionnelles, l'altruisme réciproque est une pratique essentielle pour la survie collective. Par exemple, dans de nombreuses communautés agricoles anciennes, les membres s'entraidaient pendant les récoltes ou partageaient les ressources en période de famine. Cette solidarité permettait de créer un filet de sécurité, diminuant les risques lors de crises comme des catastrophes naturelles. Ce système d'entraide garantissait que l'aide apportée aujourd'hui serait retournée lorsque les rôles s'inversaient, renforçant la cohésion sociale et assurant la résilience de la communauté dans son ensemble. Et maintenant, voyons ensemble le point numéro 6, l'effet de réciprocité dans les relations humaines. Le principe de réciprocité en psychologie sociale indique que nous avons tendance à rendre les faveurs que nous recevons, créant un équilibre social basé sur l'échange. Les personnes altruistes, conscientes ou non, peuvent agir avec l'idée que leur geste de générosité, à un moment donné, sera récompensé. Cette motivation subtile, parfois implicite, pousse à l'entraide non seulement par bienveillance, mais aussi par anticipation d'une éventuelle aide en retour. Ainsi, l'altruisme peut être perçu comme une stratégie de soutien mutuel où l'on s'assure de créer un réseau d'entraide pour l'avenir. Prenons cet exemple, dans le monde professionnel, aider un collègue de manière désintéressée peut grandement renforcer les relations de travail. Cette aide crée un climat de confiance et de coopération, où l'on sait qu'un soutien donné aujourd'hui pourra être retourné en cas de besoin futur. Je me souviens d'une fois où j'ai aidé un collègue à terminer un rapport important juste avant une échéance critique. J'ai pris de mon temps pour le conseiller et l'assister sans rien attendre en retour, et quelques mois plus tard, lors d'une période où j'étais débordé avec un projet complexe, ce même collègue est venu spontanément m'offrir son aide. Cette expérience m'a montré comment un geste altruiste au travail peut créer un cercle vertueux de soutien et renforcer les relations de confiance et de réciprocité. Ce qui nous emmène au point numéro 7, l'altruisme pour renforcer sa propre identité et ses valeurs. L'altruisme peut être motivé par le désir de développement personnel et de cohérence avec ses propres valeurs. Les individus qui agissent de manière bienveillante le font souvent pour rester en accord avec leur image qu'ils ont d'eux-mêmes, celle d'une personne empathique et généreuse. Cela permet de se sentir alignés avec leurs principes et de renforcer leur identité. En agissant ainsi, ils nourrissent un sentiment de fierté et de fidélité à leurs convictions, ce qui contribue à leur épanouissement personnel et à la construction d'une image intérieure positive et cohérente. Une personne qui se voit comme bienveillante pourrait ressentir une forte motivation à agir de façon altruiste, non seulement pour aider les autres, mais aussi pour confirmer cette image positive qu'elle a d'elle-même. Par exemple, quelqu'un qui valorise la générosité pour ressentir un malaise s'il ne s'engageait pas dans des actions d'entraide, car cela remettrait en question sa cohérence personnelle. Cet altruisme devient alors un moyen de maintenir et renforcer sa propre identité et de rester fidèle à ses valeurs profondes, assurant ainsi une harmonie intérieure.
Je me souviens d'une période où je me suis impliqué régulièrement dans des actions de bénévolat, non seulement pour aider les autres, mais aussi parce que je me percevais comme une personne bienveillante et généreuse. Si je n'avais pas participé à ces actions, j'aurais eu l'impression de trahir mes valeurs. Cela m'a permis de rester en cohérence avec l'image positive que j'avais de moi-même et de renforcer mon sentiment d'identité, tout en sachant que mes actes reflétaient vraiment qui je suis. Et maintenant voyons le point numéro 8, sans plus attendre, l'altruisme comme outil de pouvoir et d'influence. L'altruisme peut servir de levier pour acquérir du pouvoir et du statut dans un groupe social. Lorsqu'une personne agit de manière bienveillante, elle est souvent perçue comme un leader naturel et une figure digne de confiance. Cette perception augmente son influence car les autres membres du groupe voient en elle un modèle et se tournent vers elle pour des conseils ou du soutien. Ainsi, l'altruisme ne se limite pas seulement à aider autrui, mais peut être une stratégie pour renforcer sa position et son autorité au sein d'une communauté ou d'une organisation. Prenons les exemples de charité stratégique, qui montrent comment certains dons ou actions humanitaires sont utilisés par des entreprises ou des personnalités pour atteindre des objectifs précis. Moi, je me souviens personnellement d'une période où j'ai participé à l'organisation d'une collecte de fonds pour une cause locale. Même si mon intention première était de soutenir cette cause, je savais aussi que mon implication allait renforcer ma position dans mon réseau professionnel et me donner plus de visibilité. Suite à cet événement, plusieurs personnes ont pris contact avec moi pour d'autres projets et collaborations. Cela m'a montré comment un geste altruiste peut aussi avoir un impact stratégique en termes de réputation et d'opportunités, même de façon indirecte. Et c'est ce qui nous emmène au point numéro 9, l'altruisme motivé par la peur du jugement. Les normes sociales valorisent fortement les comportements altruistes, et cela peut pousser certaines personnes à agir par simple pression sociale. La peur de paraître égoïste ou insensible incite à des actions altruistes, non pas par pur désir de bien faire, mais pour éviter le jugement ou le rejet des autres. Cette pression est un moteur puissant qui pousse à conformer ses comportements aux attentes de la société, assurant ainsi l'acceptation et la validation par le groupe, même si l'acte est motivé plus par l'appréhension du regard des autres que par une réelle intention désintéressée. Certaines personnes, par exemple, participent à des campagnes de charité non pas par conviction profonde, mais pour se conformer aux attentes sociales et éviter la critique. Par exemple, un employé peut se sentir obligé de contribuer à un projet caritatif d'entreprise pour ne pas paraître détaché ou insensible aux yeux de ses collègues et supérieurs. Cette participation vise principalement à maintenir une image positive et à éviter le jugement, illustrant comment l'altruisme peut être motivé par le désir de conformité et de validation sociale. Passons désormais au point numéro 10, l'effet halo de l'altruisme. Les actions altruistes créent un effet halo où une personne qui accomplit un acte désintéressé est perçue de manière plus positive dans l'ensemble. Cet effet peut être recherché consciemment pour améliorer sa réputation ou se produire de manière inconsciente, influençant la façon dont elle est vue par les autres. Cela renforce l'image globale de l'individu, le présentant comme plus généreux, digne de confiance et respecté. Ainsi, l'altruisme devient un moyen indirect de rehausser son statut et d'influencer favorablement l'opinion des autres. Dans le marketing et la politique, les politiciens et les entreprises utilisent souvent des actes de bienfaisance pour cultiver une image positive. Ces actions servent à renforcer leur réputation et à se distancer de controverses ou à des réponses à des critiques. En affichant publiquement leur soutien à des causes sociales ou environnementales, ils créent un lien émotionnel avec le public et montrent un engagement apparent envers le bien commun. Cela aide à gagner la confiance et l'approbation et à se positionner comme acteur responsable et empathique, même si la motivation première reste stratégique. Désormais passons au point numéro 11, l'altruisme et la compétition entre pairs. Dans certaines communautés ou groupes, l'altruisme peut devenir un terrain de compétition subtile, où chacun cherche à être perçu comme le plus généreux ou le plus bienveillant. Cette dynamique pousse les gens à agir de manière désintéressée, non seulement pour aider, mais aussi pour se surpasser les autres en termes de vertu. Cela leur permet d'attirer l'attention et de gagner en prestige. Cet esprit de compétition dans l'altruisme montre que même les gestes les plus nobles peuvent être motivés par le désir de se démarquer et d'améliorer son statut social. Prenons exemple, dans un cadre concurrentiel, des initiatives humanitaires peuvent être utilisées par des entreprises ou des individus comme une démonstration de leur supériorité morale. Une fois, lors d'une campagne de bénévolat organisée par mon entreprise, j'ai remarqué que plusieurs collègues se portaient volontaires pour les tâches les plus visibles, comme parler devant les médias ou coordonner les événements.
Bien que tout le monde agisse pour une bonne cause, il était évident que certains voulaient surtout montrer leur engagement pour être perçus comme les plus dévoués et obtenir la reconnaissance de la direction. Cet événement m'a fait réaliser comment, même des contextes altruistes, la recherche de prestige et de statut peut motiver les actions de chacun. Et maintenant, passons au dernier point, le point numéro 12. L'altruisme authentique existe-t-il ? Des exemples d'altruisme où la motivation égoïste et minime inclut des gestes de sauvetage spontané où une personne risque sa vie pour sauver un inconnu sans penser aux conséquences pour elle-même. Des actes comme le don anonyme à des œuvres de charité où l'individu ne cherche ni reconnaissance ni retour illustrent aussi un altruisme pur. Dans ces cas, l'intention est sincèrement tournée vers l'autre, démontrant que l'altruisme peut exister sans arrière-pensée égoïste ou sans attente de bénéfices personnels. Prenons l'exemple que dans certaines cultures et religions, la notion de sacrifice pur est un idéal valorisé. Prenons l'exemple chez les samouraïs, le code du Bushido prônait l'honneur et le sacrifice, allant jusqu'à se sacrifier pour protéger l'honneur de leur seigneur ou de leur clan. De même, des pratiques religieuses comme l'abnégation totale chez certains moines, ou le don de soi dans des rituels et de dévotion montrent un altruisme qui va au-delà de la recherche de gains personnels. Ces sacrifices incarnent l'idée d'un engagement désintéressé et absolu pour autrui ou des valeurs supérieures. En conclusion, il est clair que l'altruisme, même lorsqu'il semble désintéressé, peut être teinté d'égoïsme conscient ou inconscient. La frontière entre les deux étant souvent floue et influencée par des perceptions subjectives. Cela nous amène donc à réfléchir à ces questions. Est-ce que le véritable altruisme existe-t-il réellement ou chaque acte bienveillant a-t-il toujours une part d'intérêt personnel? Cette question en soulève une autre. Est-il nécessaire de dissocier l'égoïsme de l'altruisme ou les deux peuvent-ils coexister sans nuire à la valeur morale des actions humaines? En ouvrant cette réflexion, cela invite à repenser notre manière d'agir et de percevoir l'altruisme dans la société contemporaine, et à se demander comment collectivement nous définissons la vertu et l'authenticité des actes généreux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter, et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la notification pour ne rien rater des prochaines publications. Et surtout, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas à gauche de ton écran, je l'ai mise spécialement pour toi. Elle a de grandes chances de t'intéresser. Ensemble, devenons plus intelligents.